Alors, brave Jean. Résumé des 2 derniers épisodes de Dans l'abîme du temps. La nouvelle retrace près de 30 ans de la vie de Nathaniel Wingate Peaslee, professeur d'économie politique à l'université Miskatonic. Cet homme, jusque-là sain d'esprit, connaît une période d'amnésie grave entre le 14 mai 1908, il est alors en plein cours, et le 27 septembre 1913. Ça fait 5 ans à peu près, si vous calculez bien. La nouvelle est construite comme une lettre confession du professeur Peaslee à son fils, également professeur à la Miskatonic en psychologie. Le récit est donc distancié par l'usage du flashback. Ouais, vous êtes content de le savoir. Ça, c'est le moment Wikipédia, qu'est-ce que je te dise. Le premier chapitre de cette nouvelle, qui en compte 8, très content de le savoir aussi, retrace ce que le professeur Peaslee a pu apprendre a posteriori sur ses activités lors de son amnésie. Il semble donc qu'il fut habité par une autre personnalité dotée de connaissances approfondies sur le passé et le futur de l'humanité qu'aucun humain ne devrait être en mesure de connaître. Dans un premier temps, cette entité parasite tente de camoufler ses connaissances et son étrangeté, mais le corps du professeur Peaslee commence à provoquer l'effroi et la peur chez ses connaissances et les gens qui l'entourent. Sa femme divorcera et seul son fils cadet, une fois son amnésie passée, acceptera de le fréquenter. L'entité parasite passe ces 5 années, à en apprendre le plus possible sur la société qui l'entoure, les coutumes, l'histoire, les pratiques et les langues. Elle construit également une machine étrange dans son bureau que seuls quelques observateurs peu intéressés ont pu apercevoir. Lorsque le professeur Peaslee réintègre son corps en 1913, il a quelques difficultés à reprendre sa vie antérieure. Il fait des rêves chaque nuit, à travers lesquels il pense revivre ce qu'il a fait pendant ces 5 années d'absence. Il se souvient avoir été entraîné dans un passé très lointain, dans une cité à l'architecture cyclopéenne où une peuplade d'êtres fantasmagoriques, qu'il nomme la grande race de Yit, vit et engrange un maximum de connaissances. Ces êtres pourvus d'un corps conique et de tentacules, doués d'une espérance de vie très longue et de peu de besoins matériels, ont l'étonnante faculté de se projeter dans d'autres entités, animales, végétales, humaines ou encore extraterrestres, loin dans le passé ou le futur. Ces voyageurs temporels échangent leur corps avec leurs hôtes le temps du séjour. Lovecraft, par l'intermédiaire du récit du professeur Peaslee, décrit à grand renfort de termes architecturaux et de biologie. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. La civilisation de la grande race pendant plusieurs chapitres. C'est absolument pas pour ça que Mascox fantasme sur cette histoire. Le professeur Peaslee, cartésien de par son métier de scientifique, refuse de voir autre chose dans ses rêveries que des illusions dues à sa précédente condition d'amnésique. Mais il entreprend des recherches approfondies et découvre, avec stupeur, qu'il n'est pas le premier à rêver de cette société et de ses constructions mystérieuses. Il publie alors le résultat de ses recherches et ses propres notes dans le but de faire avancer la science. C'est alors qu'en juillet 1934, un chercheur australien contacte le professeur Peaslee car il a découvert d'étranges ruines dans le désert du centre de l'Australie. Ces ruines, d'une civilisation inconnue, ressemblent à celles que Peaslee a décrites dans ses publications des années précédentes dans diverses revues de psychologie. Le professeur réussit à monter une expédition de recherche avec quelques collègues de la Miskatonic et part pour l'Australie en juillet 1935. Sur place, ses rêves rencontrent des traces tangibles de la réalité. Les ruines sont bien les restes des bâtiments qu'il parcourait alors qu'il habitait le corps d'un des représentants de la grande race. Voilà où on en était. Donc effectivement, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que pendant que un de ces êtres de la grande race occupait le corps du docteur et le corps de n'importe qui d'autre, l'esprit de la personne possédée prend le corps de la personne qui... Enfin, ils échangent, quoi. Comme dans beaucoup trop de comédies des années 2000.
et un échange de corps. Donc il s'est baladé pépouze dans la cité de ces êtres. Braves gens. Et surtout brave rediff. Bienvenue dans votre nouvelle soirée. Horrifique histoire. Ce soir, dans Horrifique Histoire, suite et fin du roman Dans l'abîme du temps de Howard Phillips Lovecraft. C'est parti pour le chapitre 6. Bonne écoute. J'aborde à présent la partie cruciale et la plus difficile de mon récit. D'autant plus difficile que je ne peux être tout à fait certain de sa réalité. J'ai parfois l'inquiétante certitude qu'il ne s'agissait ni de rêve, ni d'illusion. Et c'est ce sentiment, étant donné les formidables implications qu'entraînerait la vérité objective de mon expérience, qui me pousse à rédiger ce document. Mon fils, psychologue compétent qui a de tout mon problème la connaissance la plus approfondie et compréhensive, sera le meilleur juge de ce que j'ai à dire. Je rappellerai d'abord l'affaire dans ses grandes lignes, celle que connaît chacun de ceux qui se trouvaient au camp. La nuit du 17 au 18 juillet, après une journée de vent, je me retirais de bonne heure, mais ne pus trouver le sommeil. Levé peu avant 11 heures, avec ce sentiment bizarre que m'inspirait le terrain du nord-est, j'entrepris une de mes habituelles marches nocturnes, après avoir salué un mineur australien nommé Tupper, la seule personne que je rencontrais en sortant. La lune, un peu sur son déclin, brillait dans un ciel clair, baignant ses sables antiques d'un rayonnement blême et lépreux qui me semblait, on ne sait pourquoi, infiniment maléfique. Le vent était tombé pour ne revenir que presque 5 heures plus tard, comme en témoignèrent amplement Tupper et quelques autres qui me virent franchir rapidement les pâles tertres indéchiffrables dans la direction du nord-est. Vers 3h30 du matin, un vent violent réveilla tout le camp et abattit 3 tentes. Le ciel était sans nuages et le désert resplendissait toujours sous la clarté lépreuse de la lune. En réparant les tentes, on s'aperçut de mon absence, mais étant donné mes précédentes sorties, personne ne s'inquiéta. Et pourtant, 3 hommes, tous australiens, crurent flairer dans l'air quelque chose de sinistre. Mackenzie expliqua au professeur Freeborn que c'était une crainte héritée du folklore indigène, les gens du pays ayant fait un curieux amalgame de mythes maléfiques autour des vents violents qui, à de longs intervalles, balaient les sables sous un ciel serein. Ces vents, murmure-t-on, naissent des grandes cases de pierre souterraines où se sont passées des choses horribles, et ne soufflent jamais que près des lieux où l'on trouvait éparses les grosses pierres gravées. À 4 heures, l'ouragan s'apaisa aussi brusquement qu'il avait commencé,
laissant des collines de sable de formes nouvelles et insolites. Juste après 5 heures, alors que la lune bouffie et fongoïde disparaissait à l'ouest, je rentrais chancelant au camp, nu-tête, en loques, le visage égratigné et sanglant, et sans ma torche électrique. La plupart des hommes s'étaient recouchés, mais le professeur d'ailleurs fumait une pipe devant sa tente. Me voyant hors d'haleine et presque frénétique, il appela le docteur Boyle, et tous deux me menèrent à ma couchette et m'y installèrent confortablement. Mon fils, alerté par le bruit, les rejoignit bientôt, et ils voulurent m'obliger à rester tranquille et à tâcher de dormir. Mais il n'était pas question de dormir pour moi. J'étais dans un état psychologique extraordinaire, différent de tout ce que j'avais subi jusque-là. Au bout d'un certain temps, j'insistais pour leur expliquer nerveusement et minutieusement mon état. Je leur dis que, me sentant lasse, je m'étais couché sur le sable pour faire un somme. Les rêves avaient été plus effroyables encore que d'habitude. Et quand un brutal ouragan m'avait réveillé, mes nerfs à bout avaient cédé. J'avais fui, fou de terreur, tombant fréquemment sur les pierres à demi enfouies, ce qui expliquait mon aspect loqueteux et débraillé. J'avais dû dormir longtemps, d'où la durée de mon absence. De tout ce que j'avais vu et ressenti d'étrange, je ne dis absolument rien. Et ce fut au prix d'un extrême effort sur moi-même. Mais je prétendis avoir changé d'avis quant à l'objectif général de l'expédition et préconisais la suspension de toutes les fouilles vers le nord-est. Mes arguments furent manifestement peu convaincants, car j'évoquais une pénurie de blocs, le souci de ne pas heurter les mineurs superstitieux, une réduction possible du financement par l'université et autres raisons mensongères et hors de propos. Naturellement, personne ne tint le moindre compte de mes souhaits. Pas même mon fils, qui s'inquiétait visiblement pour ma santé. Le lendemain, je me levai et fis le tour du camp, mais sans prendre aucune part aux fouilles. Voyant que je ne pouvais arrêter le travail, je décidai de rentrer le plus tôt possible chez moi pour ménager mes nerfs, et fis promettre à mon fils de me conduire en avion jusqu'à Perth, à 1000 miles au sud-ouest, dès qu'il aurait examiné la zone que je voulais voir respectée. Si, me disais-je, ce que j'avais vu était encore visible, je pourrais tenter une mise en garde explicite, fût-ce au risque du ridicule. Il n'était pas impossible que les mineurs, connaissant le folklore local, soutiennent mon point de vue. Pour me faire plaisir, mon fils survola les lieux l'après-midi même, explorant toute l'étendue que j'avais pu parcourir à pied. Rien de ce que j'avais découvert n'était plus décelable. Comme dans le cas de l'insolite bloc de basalte, le sable mouvant avait balayé toute trace. Je regrettais presque un instant d'avoir perdu, dans ma terreur panique, certains objets redoutables. Mais je sais aujourd'hui que ce fut une chance. Je peux tenir encore toute mon aventure pour une illusion, surtout si, comme je l'espère sincèrement, on ne retrouve jamais cet infernal abîme.
Wingate me conduisit à Perth le 20 juillet, tout en refusant d'abandonner l'expédition et de rentrer à la maison. Il resta avec moi jusqu'au 25, date à laquelle le vapeur partait pour Liverpool. À présent, dans ma cabine à bord de l'Empress, j'ai repensé longuement, fiévreusement, toute l'affaire, et décidé que mon fils au moins doit être informé. Il lui appartiendrait de la faire connaître, ou non, plus largement. Pour parer à toute éventualité, j'ai rédigé ce résumé de mes antécédents, que d'autres connaissent déjà par fragments, et je raconterai maintenant aussi brièvement que possible ce qui semble être arrivé pendant mon absence du camp, cette horrible nuit. Les nerfs à vif et fouettés d'une ardeur perverse par cette impulsion inexplicable, mnémonique, mêlée de crainte qui me poussait vers le nord-est, je cheminais sous la lune ardente et maléfique. Je rencontrais, ici et là, à demi ensevelis dans le sable, ces blocs cyclopéens primitifs venant d'éternités inconnues et oubliées. L'âge incalculable et l'horreur pesante de ce monstrueux désert commençaient à m'oppresser plus que jamais. Et je ne pouvais m'empêcher de penser à mes rêves affolants, aux légendes effroyables qui les inspiraient, et aux peurs actuelles des indigènes et des mineurs à propos de ces terres désolées et de leurs pierres gravées. Pourtant, je cheminais toujours, comme vers quelque rendez-vous fantastique, harcelé de plus en plus par les chimères déconcertantes, les compulsions et les pseudo-souvenirs. Je songeais à certains des profils possibles des rangées de pierres, tels que mon fils les avait vus en vol, et je m'étonnais qu'elles puissent paraître à la fois si redoutables et si familières. Quelque chose tâtonnait et cognait autour du loquet de ma mémoire, tandis qu'une autre force inconnue cherchait à maintenir le portail fermé. Il n'y avait pas de vent cette nuit-là, et le sable blafard était marqué d'ondulations comme les vagues d'une mer figée. Je n'avais pas de but, mais ma progression laborieuse avait en quelque sorte l'assurance de la fatalité. Mes rêves envahissaient le monde éveillé, de sorte que chaque mégalithe ensablé semblait faire partie des salles et des couloirs sans fin de maçonnerie préhumaine, gravés et hiéroglyphés de symboles que je connaissais trop bien pour les avoir pratiqués pendant des années en tant qu'esprit captif de la grande race. Parfois, je croyais voir ces horreurs coniques, omniscientes, vaquer à leurs occupations habituelles, et je n'osais pas me regarder, de peur de me découvrir à leur image. Mais pendant tout ce temps, je voyais à la fois les blocs couverts de sable, les salles et les couloirs, la lune ardente et maléfique, aussi bien que les lampes de cristal lumineux, le désert à perte de vue et les fougères qui se balançaient à hauteur des fenêtres. J'étais éveillé et je rêvais en même temps. J'ignore combien de temps et jusqu'où j'avais marché, ou à vrai dire, dans quelle direction, lorsque j'aperçus l'amas de blocs mis à nu par le vent du jour précédent. C'était l'ensemble le plus important que j'ai vu jusqu'alors, et il me frappa si vivement que les visions d'époques fabuleuses s'évanouirent immédiatement. Il n'y avait plus de nouveau que le désert
la lune maléfique et les débris d'un passé indéchiffré. Je m'approchai, fis halte et braquai sur le tas effondré l'éclat supplémentaire de ma torche électrique. Une petite colline de sable avait été balayée par le vent, révélant une masse basse et vaguement ronde de mégalithes et de fragments plus petits d'environ 40 pieds de diamètre et de 2 à 8 pieds de haut. Je saisis au premier coup d'œil l'intérêt sans précédent de ces pierres. Non seulement leur nombre même était sans équivalent, mais quelque chose dans les traces de dessins usés par le sable retint mon attention quand je les examinais sous les rayons conjugués de la lune et de ma torche. Aucun pourtant ne différait essentiellement des spécimens que nous avions déjà découverts. C'était plus subtil que cela. Je n'avais pas cette impression en considérant un bloc isolé, mais quand mon regard en parcourait plusieurs, presque simultanément. Enfin, la vérité m'apparut. Les motifs curvilignes gravés sur beaucoup de ces blocs avaient entre eux un lien étroit. Ils faisaient partie d'une vaste conception décorative. Pour la première fois, dans ce désert bouleversé depuis des éternités, j'avais rencontré une masse de maçonnerie sur son site originel, écroulée et fragmentaire, il est vrai, mais n'existant pas moins, avec une signification très précise. Montant d'abord sur une partie basse, je gravis péniblement l'amas, déblayant par endroits le sable avec mes doigts et m'efforçant sans cesse d'interpréter les dessins dans leur diversité de taille, de forme, de style et de rapport. Bientôt, je devinais vaguement la nature de l'édifice d'autrefois et des dessins qui se déployaient alors sur les immenses surfaces de construction primitives. L'identité parfaite de tout cela, avec certaines de mes rapides visions, me jeta dans l'épouvante et la consternation. Cela avait été un couloir cyclopéen de 30 pieds de large sur 30 pieds de haut, pavé de dalles octogonales et couvert d'une voûte massive. Des salles devaient s'ouvrir sur la droite et, à l'autre extrémité, l'un de ces étranges plans inclinés devait descendre en tournant jusqu'aux plus grandes profondeurs. Je sursautai violemment quand ces idées me vinrent à l'esprit, car elles dépassaient de loin ce que les blocs eux-mêmes avaient pu m'apprendre. Comment pouvais-je savoir que ce couloir avait été profondément sous terre ? Comment pouvais-je savoir que le plan incliné qui remontait vers la surface aurait dû se trouver derrière moi ? Comment pouvais-je savoir que le long passage souterrain menant à la place des colonnes aurait dû être sur la gauche, un étage au-dessus de moi ? Comment pouvais-je savoir que la chambre des machines et le tunnel conduisant directement aux archives centrales devaient se situer 2 étages au-dessous ? Comment pouvais-je savoir qu'il y avait une de ces horribles trappes scellées de bandes métalliques tout au fond, 4 étages plus bas ? Affolé par cette intrusion de l'univers onirique, je me retrouvais tremblant et baigné d'une sueur glacée.
Alors, ultime et insupportable contact. Je sentis ce léger courant d'air froid qui montait insidieusement d'une dépression près du centre de l'énorme amas. Sur le champ, comme une fois déjà, mes visions s'évanouirent et je ne revis que le clair de lune maléfique, le désert couvant ses menaces et le tumulus imposant de maçonnerie paléogène. J'étais maintenant en présence d'un fait réel et tangible, gros des suggestions sans fin, d'un mystère obscur comme la nuit. Car ce filet d'air ne pouvait indiquer qu'une chose, un immense gouffre dissimulé sous les blocs en désordre de la surface. Je songeais d'abord aux sinistres légendes indigènes de vastes cases souterraines parmi les mégalithes, où arrivent les horreurs et naissent les ouragans. Puis revinrent mes propres rêves, et d'incertains pseudo-souvenirs vinrent se disputer mon esprit. Quelle sorte de lieu s'ouvrait au-dessous de moi ? Quelle inconcevable source primitive de mythes immémoriaux et de cauchemars obsédants étais-je sur le point de découvrir ? Je n'hésitais qu'un instant, car ce qui m'entraînait était plus fort que la curiosité ou le zèle scientifique, et luttait victorieusement contre ma peur grandissante. J'avais l'impression de me mouvoir presque comme un automate, sous l'influence d'une fatalité irrésistible. Ma torche électrique en poche, et avec une vigueur dont je ne me serais pas cru capable, j'écartai d'abord un gigantesque morceau de pierre, puis un autre, jusqu'à ce que monte un puissant courant d'air, dont l'humidité contrastait étrangement avec la sécheresse du désert. Une noire crevasse commença à béer, et enfin, quand j'eus repoussé tous les fragments susceptibles de bouger, le clair de lune lépreux révéla une brèche assez large pour me livrer passage. Je sortis ma torche et projetai dans l'ouverture le faisceau lumineux. Au-dessous de moi, un chaos de maçonnerie effondrée descendait brusquement en direction du nord, selon un angle d'environ 45 degrés, à la suite, manifestement, d'un écroulement au niveau supérieur. Entre sa surface et le sol s'étendait un abîme de ténèbres impénétrables qui laissait deviner tout en haut la présence d'une colossale voûte surhaussée. À cet endroit, semblait-il, les sables du désert reposaient directement sur un étage de quelque titanesque construction des premiers âges de la Terre, préservée à travers le temps des convulsions géologiques. Je ne savais comment, et n'en ai toujours rien deviné. Après coup, la simple idée de descendre brusquement, seul, dans un gouffre aussi suspect, à un moment où nul ne sait où vous êtes, paraît de la pure démence. Peut-être en était-ce. Cette nuit-là, pourtant, je l'entrepris
sans hésiter. Encore une fois, se manifestait cet attrait et cet empire sur moi de la fatalité qui avait toujours semblé diriger mes pas. M'aidant de ma torche, par intermittence pour ménager les piles, je commençais une folle et difficile progression le long de la sinistre pente cyclopéenne au-dessous de l'ouverture, tantôt en regardant devant moi quand je trouvais de bonnes prises pour la main et le pied, tantôt à reculons, face aux mégalithes entassés où je m'accrochais en tâtonnant dans un équilibre précaire. À droite et à gauche apparaissaient vaguement au loin, sous les rayons de ma torche, des murs en ruine de maçonnerie gravée. Mais en avant, ce n'était que ténèbres. Je perdis toute notion du temps pendant cette hasardeuse descente. Dans mon esprit bouillonnaient des images et des suggestions si troublantes que toute réalité objective semblait renvoyer à d'incalculables distances. La sensation physique était abolie et la peur même n'était plus que la vaine apparition d'une gargouille au regard torve qui ne pouvait rien sur moi. Merci beaucoup l'homme du Riff pour le follow et bienvenue. J'atteignis enfin un sol plat, jonché de blocs écroulés, de fragments de pierres informes, de sable et de débris de toutes sortes. De chaque côté, à peu près 30 pieds l'un de l'autre, s'élevaient des murs massifs, couronnés de puissantes arêtes. J'y devinais des gravures, mais dont la nature échappait à ma perception. Ce qui retint surtout mon attention, ce fut la voûte. Les rayons de ma torche n'en pouvaient atteindre le faîte, mais la partie inférieure des arcs monstrueux se détachait nettement. Et si parfaite était leur identité avec ce que j'avais vu du monde ancien dans d'innombrables rêves, que pour la première fois, je tremblais pour de bon. Très haut derrière moi, une lueur indistincte rappelait le monde extérieur, au loin, sous la lune. Un vague reste de prudence m'avertit de ne pas la perdre de vue. Sinon je n'aurai pas de guide pour mon retour. Je m'approchais alors du mur de gauche, où les traces de gravure étaient plus distinctes. Le col, couvert de débris, fut presque aussi difficile à traverser que le monceau de pierre l'avait été à descendre. Mais je réussis à m'y frayer un chemin. À un endroit où j'écartais quelques blocs et repoussais du pied les débris pour voir le dallage, je frissonnais en reconnaissant, familières et fatidiques, les grandes dalles octogonales dont la surface gauchie
gardait encore à peu près sa cohésion. Arrivé à proximité du mur, je déplaçai lentement et minutieusement le faisceau de la lampe sur les vestiges usés de gravure. Apparemment, la montée des eaux avait autrefois érodé la surface du grès, mais il portait de curieuses incrustations dont je ne m'expliquais pas l'origine. La maçonnerie était par endroits très branlante et déjetée, et je me demandais combien d'éternités encore cet édifice enfoui des premiers âges garderait ses restes de structure malgré les secousses telluriques. Mais c'était surtout les sculptures qui me passionnaient. En dépit de leur dégradation, elles étaient relativement aisées à repérer de près, et je fus stupéfait de les retrouver si présentes et familières dans le moindre détail. Que les traits essentiels de cette vénérable architecture me soient bien connus n'était, certes, pas invraisemblable. Ayant profondément impressionné ceux qui tissèrent certains mythes, il s'était incorporé à un courant de tradition occulte qui, venu à ma connaissance d'une manière ou d'une autre pendant mon amnésie, suscita dans mon subconscient des images frappantes. Mais comment expliquer la coïncidence exacte et minutieuse de chaque trait et spirale de ces étranges dessins avec ceux que j'avais rêvés depuis plus de 20 ans? Quelle obscure iconographie tombée dans l'oubli aurait pu reproduire la subtilité de chacune de ces ombres et nuances qui revenaient avec tant d'obstination, de précision et de constance harceler mes rêves, nuit après nuit? Car il ne s'agissait pas d'une ressemblance lointaine ou fortuite. La galerie millénaire, enfouie au long des âges où je me tenais à présent, était tout à fait, et sans aucun doute, l'original de ce que j'avais connu dans mon sommeil, aussi familièrement que ma propre maison de Crane Street à Arkham. À la vérité, mes rêves me montraient les lieux dans leur intacte perfection. Mais l'identité n'en était pas moins réelle. Je m'orientais sans hésiter. Et c'était effrayant. Je connaissais ce bâtiment-là, et aussi sa place dans cette terrible vieille cité du rêve. J'aurais pu me rendre, sans me tromper, à n'importe quel point de ce bâtiment ou de cette ville qui avait échappé aux changements et aux dévastations de siècles sans nombre. Je m'en rendis compte, avec une conviction instinctive et terrible. Mais Dieu sait ce que tout cela signifiait. Comment en étais-je venu à apprendre ce que je savais? Et quelle abominable réalité avait pu inspirer les histoires antiques des êtres qui habitaient ce labyrinthe de pierres originelles? Les mots ne sauraient rendre que bien peu du désordre de terreur et de confusion qui tourmentait mon esprit. Je connaissais cet endroit. Je savais ce qu'il y avait au-dessous de moi et ce qui s'étendait au-dessus de ma tête avant que les innombrables étages supérieurs ne se soient effondrés en poussière, en sable et en désert. Inutile maintenant, me dis-je avec un frisson, d'avoir l'œil sur cette lueur indistincte du clair de lune.
J'étais partagé entre le désir de fuir et un mélange fébrile de curiosité ardente et d'impérieuse fatalité. Qu'était-il arrivé à la monstrueuse mégalopole d'autrefois, pendant ces millions d'années depuis l'époque de mes rêves ? Des labyrinthes souterrains qui sous-tendaient la ville et reliaient entre elles les tours titanesques. Que subsistait-il après les convulsions de l'écorce terrestre ? Étais-je tombé sur tout un monde enfoui d'archaïsme impie ? Retrouverais-je la maison du maître d'écriture et la tour où Esgaha, l'esprit captif issu des plantes carnivores d'Antarctique, à la tête en étoile, avait gravé au ciseau certaines images sur les espaces vides des parois. Au second sous-sol, le passage qui menait à la salle commune des esprits étrangers était-il encore libre et praticable ? Dans cette salle, l'esprit captif d'une entité inimaginable, un habitant semi-plastique du centre creux d'une planète transplutonienne inconnue qui existerait dans 18 millions d'années, conservait certains objets qu'il avait modelés dans l'argile. Je fermai les yeux, posai ma main sur mon front, dans un vain et pitoyable effort, pour chasser de ma conscience ces fragments de rêves démentiels. Alors, pour la première fois, je perçus nettement le mouvement de l'air froid et humide autour de moi. Je compris, en frissonnant, qu'une formidable succession de noirs abîmes, endormis depuis des éternités, devait en effet s'ouvrir, béant, quelque part au-delà et en dessous de moi. Je songeais aux salles, aux galeries, aux plans inclinés terrifiants que je me rappelais de mes rêves. L'accès aux archives centrales était-il encore possible ? L'irrésistible fatalité sollicitait de nouveau mon esprit avec insistance, tandis que je me remémorais les documents impressionnants rangés autrefois dans les coffres rectangulaires de métal inoxydable. À en croire les rêves et les légendes, c'est là que reposait toute l'histoire, passée et future, du continuum espace-temps, rédigé par les esprits captifs de toutes les planètes et de toutes les époques du système solaire. Pure folie, sans doute. Mais n'étais-je pas à présent tombé dans un monde nocturne, aussi fou que moi ? Je songeais aux casiers de métal fermés à clé et aux singulières manipulations de boutons requises pour ouvrir chacun d'eux. Le mien me revint à l'esprit de façon frappante. Que de fois, grâce à ces combinaisons compliquées de rotation et de pression, je parcourus au niveau le plus bas la section des vertébrés terrestres. Chaque détail m'était présent et familier. S'il existait une cave voûtée comme je l'avais rêvé, je saurais l'ouvrir en un instant. Dès lors, je fus en proie à une démence totale. Une seconde plus tard, je me ruais, sautant et trébuchant sur des débris de pierre, vers le plan incliné si connu, qui s'enfonçait dans les profondeurs. Chapitre 7.
à partir de là, on ne peut guère se fier à mes impressions. À vrai dire, je garde encore, contre toute raison, le dernier espoir qu'elles appartiennent à un rêve démoniaque ou à un délire halluciné. La fièvre se déchaînait dans mon cerveau et tout me parvenait à travers une sorte de brume, quelquefois par intermittence seulement. Le faisceau de ma lampe pénétrait à peine le gouffre de ténèbres, révélant par éclairs fantomatiques les murs gravés, affreusement familiers, dégradés par l'action du temps. À l'endroit où s'était effondrée une partie considérable de la voûte, je dus escalader un énorme monceau de pierre qui rejoignait presque le plafond déchiqueté, grotesquement chargé de stalactites. C'était bien là le comble du cauchemar, aggravé par ce maudit harcèlement des pseudo-souvenirs. La seule chose qui me parut insolite était ma propre taille, comparée à la monstrueuse construction. J'étais accablé du sentiment d'une petitesse inaccoutumée, comme si la vue de ces murs imposants eût été nouvelle et anormale pour un simple corps d'homme. Je ne cessais de jeter sur moi-même des regards inquiets, confusément troublés de me voir sous cette forme humaine. Avançant dans la nuit profonde de l'abîme, je sautais, je plongeais, je chancelais, non sans beaucoup de chutes douloureuses, où je faillis une fois briser ma torche. Je connaissais chaque pierre, chaque angle de ce gouffre démoniaque, et je m'arrêtais plus d'une fois pour éclairer tel ou tel passage voûté, obstrué et croulant, mais pourtant familier. Certaines pièces étaient complètement effondrées, d'autres nues ou pleines de débris. Je vis dans quelques-unes des masses métalliques, tantôt presque intactes, tantôt rompues, enfoncées ou écrasées, et dans lesquelles je reconnus les socles ou tables colossales de mes rêves. Ce qu'elles avaient été au juste, je n'osais y penser. Je trouvais le plan incliné qui menait en bas et commençai à le descendre. Mais je fus bientôt arrêté par une crevasse béante, au bord déchiqueté, dont la partie la plus étroite n'avait pas moins de 4 pieds de large. À cet endroit, la maçonnerie s'était écroulée, révélant des profondeurs insondables d'un noir d'encre. Je savais qu'il y avait encore 2 étages souterrains dans cet édifice titanesque, et tremblais d'une nouvelle terreur, en me rappelant la trappe bardée de fer au niveau le plus bas. Elle n'était plus gardée à présent, car ce qui était à l'affût dessous avait depuis longtemps accompli sa hideuse tâche et sombrait dans un long déclin. À l'époque de la race post-humaine des coléoptères, tout cela serait mort. Et pourtant, songeant aux légendes indigènes, je tremblais de nouveau. Je dus fournir un effort terrible pour franchir l'ouverture béante, car le sol jonché de débris ne permettait pas de prendre de l'élan. Mais la folie me porta. Je choisis un endroit près du mur de gauche, où la fissure était moins large et le point de chute à peu près dégagé de dangereux débris. Et après un moment d'angoisse, je me retrouvais sain et sauf de l'autre côté.
Enfin, parvenu au dernier sous-sol, je passais en trébuchant devant l'entrée de la chambre des machines, où de fantastiques ruines métalliques étaient à moitié enfouies sous la voûte effondrée. Tout était bien là où je le pensais, et je gravis avec confiance les tas qui barraient l'accès d'un vaste couloir transversal. Celui-ci, je m'en souvins, me conduirait aux archives centrales, sous la ville. Des éternités semblèrent se dérouler, tandis que je titubais, bondissais et me traînais le long de ces couloirs encombrés. Je distinguais ici et là des sculptures sur ces murs souillés par le temps, les unes familières, d'autres apparemment ajoutées depuis l'époque de mes rêves. Comme il s'agissait d'un passage souterrain reliant plusieurs bâtiments, il n'y avait de voûte d'entrée qu'aux endroits où il traversait les étages inférieurs des différents immeubles. À certaines de ces intersections, je tournais la tête pour jeter un coup d'œil dans des couloirs ou des salles que je connaissais bien. Je ne trouvais que 2 fois des changements radicaux par rapport à ce que j'avais rêvé, et dans l'un de ces cas, je pus repérer le contour de la voûte condamnée que je me rappelais. Je sursautai violemment et ressentis le frein d'une étrange faiblesse, en me frayant à contre-cœur un passage à travers la crypte d'une de ces grandes tours aveugles, en ruine, dont la maçonnerie étrangère de basalte accusait la secrète et détestable origine. Ce caveau primitif de forme circulaire mesurait bien 200 pieds de diamètre, sans aucun motif gravé sur les parois de couleur sombre. Le sol était entièrement dégagé, sauf de poussière et de sable, et je vis les ouvertures qui menaient vers le haut et vers le bas. Il n'y avait ni escalier, ni plan incliné. Mes rêves montraient en effet que la fabuleuse grande race avait laissé intactes ces antiques tours. Ceux qui les avaient construites n'avaient que faire de marches, ni de plan incliné. Dans les rêves, l'ouverture donnant vers le bas était hermétiquement close et jalousement gardée. Laissée ouverte à présent, noire et béante, elle exhalait un courant d'air froid et humide. Je m'interdis de penser aux cavernes sans fin d'éternelles nuits qui pouvaient couver là-dessous. Un peu plus loin, disputant chaque pas aux obstacles du couloir encombré, j'arrivai à un endroit où le plafond était entièrement défoncé. Les décombres s'accumulaient, telle une montagne, et l'escaladant, je traversai un immense espace vide, où ma lampe ne révéla ni mur, ni voûte. Ce devait être, me dis-je, la cave de la maison des fournisseurs de métal, qui donnait sur la 3e place, non loin des archives. Qu'était-elle devenue ? Impossible de le deviner. Je retrouvais le couloir au-delà de la montagne de débris et de pierres, mais tombais presque aussitôt sur un endroit totalement obstrué, où les décombres de la voûte rejoignaient presque le plafond qui menaçait ruine. Je ne sais comment je parvins à extirper assez de blocs pour me frayer un passage, ni comment j'osais déranger les fragments entassés, alors que la moindre rupture d'équilibre
pouvait précipiter les tonnes de maçonnerie superposées et me réduire à néant. C'était une pure folie qui me poussait et me guidait. S'il est vrai que toute mon aventure souterraine n'ait pas été, comme je l'espère, une hallucination diabolique ou un épisode de rêve. Je me fis donc, à moins que je ne l'aie rêvé, un passage où je me faufilais. Et, tout en rampant par-dessus les décombres, ma torche allumée enfonçait profondément dans ma bouche. Je me déchirais aux fabuleuses stalactites du plafond déchiqueté au-dessus de moi. J'étais près maintenant du grand centre souterrain d'archivage qui semblait être mon but. Glissant et dégringolant sur l'autre pente de l'obstacle, puis avançant avec précaution jusqu'au bout du couloir, ma torche électrique à la main que j'allumais de temps à autre, je parvins finalement à une crypte circulaire voûtée dans un merveilleux état de conservation et ouverte de tous côtés. Les murs, ou ce que je pouvais en voir dans le champ de ma torche, étaient couverts de hiéroglyphes et gravés au ciseau de symboles curvilignes caractéristiques, dont certains étaient postérieurs à l'époque de mes rêves. Me voyant arriver à mon inévitable destination, je passai aussitôt sur ma gauche une porte qui m'était familière. Bizarrement, je savais à n'en pas douter qu'en montant et descendant le plan incliné, j'accéderais sans difficulté à tous les étages qui subsistaient. Cet immense édifice, à l'abri dans la terre, où étaient conservées les annales de tout le système solaire, avait été construit avec un savoir et une puissance suprême pour durer aussi longtemps que ce système lui-même. Des blocs de dimensions formidables, équilibrés avec un véritable génie mathématique et assemblés par des ciments d'une incroyable dureté, formaient un bloc aussi résistant que le noyau rocheux de la planète. Ici, après des éternités plus prodigieuses que je ne pouvais le concevoir, sa masse souterraine restait debout pour l'essentiel. Ces vastes sols, envahis de poussière, à peine parsemés des déchets partout ailleurs si encombrants. C'est ça l'histoire qu'on lit. La relative liberté de mouvement qui m'était offerte à partir de là me monta curieusement à la tête. Toute l'ardeur frénétique jusqu'alors contrariée par les obstacles se donna libre cours en une sorte de hâte fébrile. Et je me mis littéralement à courir dans les couloirs bas de plafond que je me rappelais avec une si terrible précision. Je ne m'étonnais plus de reconnaître ainsi tout ce que je voyais. De tous côtés, les grandes portes métalliques marquées de hiéroglyphes se dressaient, menaçantes devant les rayonnages. Les unes toujours en place, d'autres grandes ouvertes, et d'autres encore ployées et faussées sous les secousses géologiques du passé qui n'avaient pas été assez violentes pour ébranler la colossale maçonnerie. Ça et là, un tas couvert de poussière, sous un compartiment béant et vide, semblait indiquer où les étuis métalliques avaient été projetés par les tremblements de terre. Sur des colonnes espacées, des signes et des lettres de grande taille annonçaient les catégories et les subdivisions des volumes.
Je m'arrêtai une fois devant un caveau ouvert où je vis quelques-uns des étus habituels, toujours à leur place parmi l'omniprésente poussière granuleuse. Levant le bras, je retirai, non sans difficulté, un des exemplaires les plus minces et le posai sur le sol pour l'examiner. Il portait un titre en hiéroglyphe curviligne courant. Bien que je ne susse quoi dans la disposition des caractères, parut un peu insolite. Le curieux mécanisme du fermoir recourbé m'était tout à fait familier. Je relevai le couvercle, toujours aussi maniable et vierge de rouille, puis en tirai le livre qui y était rangé. Celui-ci, comme prévu, mesurait environ 20 pouces de haut, sur 15 de large et 2 d'épaisseur. Le mince étui de métal s'ouvrait par le haut. Ces pages de robuste cellulose ne semblaient pas avoir souffert des ères innombrables qu'elles avaient vécues. J'examinais les lettres du texte, tracées au pinceau et bizarrement colorées, signes aussi différents des habituels hiéroglyphes contournés que de n'importe lequel des alphabets connus chez les érudits humains. Et je ressentis comme l'obsession d'un souvenir à demi réveillé. Il me vint à l'idée que c'était la langue d'un esprit captif que j'avais vaguement connu dans mes rêves. Un esprit venu d'un grand astéroïde sur lequel avait survécu beaucoup de la vie et des traditions archaïques de la planète primitive dont il était un fragment. Je me souvins au même moment que cet étage des archives était consacré au volume traitant des planètes de type non terrestre. Abandonnant l'étude de cet extraordinaire document, je m'aperçus que la lumière de ma torche commençait à faiblir, et je me hâtais d'y mettre la pile de rechange que je portais toujours sur moi. Puis, doté d'un rayonnement plus puissant, je repris ma course fiévreuse à travers l'enchevêtrement sans fin des allées et des couloirs, reconnaissant parfois au passage quelques rayonnages familiers et vaguement inquiet des effets acoustiques que produisait l'écho de mes pas, incongrus dans ces catacombes. L'empreinte même de mes chaussures, derrière moi dans la poussière intacte depuis des millénaires, me faisait frissonner. S'il y avait dans mes rêves fous une parcelle de vérité, jamais auparavant un pied humain n'avait foulé ces dalles vénérables. Du but précis de ma course insensée, mon esprit conscient ne soupçonnait rien. Pourtant, l'influence d'une puissance maléfique agissait sur ma volonté paralysée, mes souvenirs ensevelis, et je sentais obscurément que je ne courais pas au hasard. Ayant trouvé un plan incliné, je le suivis jusqu'à de plus grandes profondeurs. Les étages défilaient devant moi à une vitesse folle, mais je ne m'arrêtais pas pour les explorer. Dans mon cerveau, en proie au vertige, battait une pulsation qui faisait bouger ma main droite au même rythme. Je voulais ouvrir quelque chose. Je connaissais toutes les rotations et pressions compliquées qu'il fallait effectuer pour cela. C'était comme la serrure à combinaison d'un coffre-fort moderne. Rêve ou non, j'avais su cela autrefois, et je le savais encore. Comment un songe
Quelques bribes de légendes assimilées inconsciemment auraient-ils pu m'apprendre un détail si infime, si difficile et si complexe? Je ne cherchais pas à me l'expliquer. J'étais incapable de toute pensée cohérente. Car toute cette aventure, cette révoltante familiarité avec un tas de ruines inconnues et cette coïncidence monstrueuse de tout ce qui m'entourait avec ce que seuls des rêves et des bribes de mythes avaient pu suggérer, n'était-ce pas une horreur qui passait la raison? Sans doute étais-je alors surtout convaincu, comme je le suis à présent dans mes moments de lucidité, que je dormais bel et bien, et que toute cette cité ensevelie n'avait été qu'un reste de délire, né de la fièvre. J'atteignis enfin le niveau le plus bas et me dirigeai vers la droite du plan incliné. J'essayais, sans trop savoir pourquoi, d'atténuer le bruit de mes pas, même au risque de me ralentir. Il y avait, à ce dernier étage, enfoui dans les profondeurs, un endroit que je redoutais de traverser. Je me souvins en approchant de quoi j'avais peur. C'était simplement de l'une des trappes bardées de fer et jalousement gardées. Il n'y aurait plus de garde à présent et, à cette idée, je me mis à trembler, avançant sur la pointe des pieds comme je l'avais fait en traversant le noir caveau de basalte où restait béante une trappe semblable. Je sentis, comme alors, un courant d'air froid et humide, et j'aurais voulu que mes pas prissent une autre direction. Pourquoi fallait-il suivre justement ce chemin-là? Ce chemin-là, je l'ignorais. Je trouvais en arrivant la trappe, grande ouverte. Plus loin recommençaient les rayonnages et j'aperçus sur le sol devant l'un d'eux, sous une très fine couche de poussière, un tas d'étuis récemment tombés. À l'instant, une nouvelle vague de terreur m'envahit, dont je ne pus d'abord discerner la cause. Ces amas d'étuis renversés n'étaient pas rares, car depuis des temps infinis, ce labyrinthe aveugle, secoué par les soulèvements de la terre, avait retenti du fracas assourdissant des objets qui dégringolaient. C'est seulement quand je fus à mi-chemin que je pris conscience de ce qui m'avait si violemment ému. Plus que le tas, quelque chose m'avait inquiété dans la couche de poussière qui couvrait le sol. À la lumière de ma torche, elle ne semblait pas aussi unie qu'elle eût dû l'être. Elle paraissait plus mince à certains endroits, comme si on l'eût foulée quelques mois auparavant. Ce n'était pas une certitude, car même là où la couche était la plus mince, la poussière ne manquait pas. Pourtant, une certaine apparence de régularité dans les inégalités imaginaires était extrêmement alarmante. Lorsque j'éclairais de près ces points particuliers, ce que je vis ne me plut pas, car l'illusion de régularité devenait très nette. On eût dit des suites uniformes d'empreintes composites qui allaient par trois, chacune mesurant à peine plus d'un pied carré et se composant de 5 marques à peu près circulaires de 3 pouces, dont l'une précédait les 4 autres. Ces lignes supposées d'empreintes d'un pied carré menaient apparemment dans 2 directions, comme si on ne sait quoi
étaient allées quelque part, puis revenues. Elles étaient évidemment très peu marquées et auraient pu n'être qu'illusoires ou accidentelles. Mais le chemin qu'elles me semblaient suivre m'inspira une confuse et insidieuse terreur. Car il y avait d'un côté le tas d'étuis tombé récemment avec fracas, et à l'autre bout, la trappe menaçante, d'où montait le vent humide et froid, restait sans surveillance, ouverte sur des abîmes inimaginables. Chapitre 8. Dernier chapitre. Si profonde et irrésistible était l'étrange compulsion à laquelle j'obéissais, qu'elle triompha de ma peur. Aucun motif rationnel n'aurait pu me faire avancer après cet affreux doute qui m'avait fait soupçonner des empreintes et ce qu'il ranimait de souvenirs oniriques envahissants. Cependant, ma main droite, même si elle tremblait d'effroi, ne se contractait pas moins rythmiquement dans sa hâte de manier une serrure qu'elle espérait trouver. Avant de m'en rendre compte, j'avais dépassé le tas d'emboîtage et m'élançais sur la pointe des pieds dans des allées de poussière intactes vers un but qu'apparemment je connaissais horriblement bien, sinistrement, pathologiquement bien. Mon esprit se posait des questions dont je commençais à peine à deviner la source et la pertinence. Le rayonnage serait-il accessible à un corps humain ? Ma main d'homme viendrait-elle à bout de tous ces mécanismes de serrure inscrits dans une mémoire sans âge ? Cette serrure serait-elle en bon état et prête à fonctionner ? Que ferais-je, qu'oserais-je faire de ce que, je commençais à le comprendre, j'espérais et craignais de trouver ? Serait-ce la preuve d'une réalité impressionnante, renversante pour l'esprit, celle de l'extra-normal ? Ou bien la simple constatation que je rêvais ? Un instant plus tard, j'avais cessé ma course à pas feutrés et je regardais, immobile, une rangée de compartiments à hiéroglyphes d'une familiarité à me rendre fou. Ils étaient dans un état de conservation presque parfait, et à proximité, 3 portes seulement avaient sauté. Je ne saurais décrire les sentiments que j'éprouvais en les voyant. Tant était totale et obsédante l'impression de vieille connaissance. Levant la tête, je considérais un rayon près du sommet, tout à fait hors de portée, en me demandant comment je pourrais l'atteindre sans trop de mal. Une porte ouverte à 4 rangées du bas m'aiderait, et les serrures des portes fermées offriraient des prises pour les mains et les pieds.
Je tiendrai la torche entre mes dents, pour le cas où les deux mains seraient nécessaires à la fois. Il fallait surtout ne faire aucun bruit. Descendre ce que je voulais prendre ne serait pas facile, mais je pourrais probablement l'accrocher par son fermoir mobile au col de ma veste et le porter comme un sac à dos. Je me demandais encore si la serrure fonctionnerait. Que je puisse répéter chacun des gestes connus, je n'en doutais pas une seconde. Mais j'espérais que l'objet ne craquerait ni ne grincerait et que ma main pourrait opérer normalement. Tout en réfléchissant, j'avais pris la torche dans ma bouche et commençai à grimper. Les serrures saillantes furent de peu de secours, mais, comme je l'avais prévu, le compartiment ouvert m'aida beaucoup. Je me servis à la fois de la porte battante et du bord de l'ouverture elle-même dans mon ascension, et je réussis à éviter tout grincement bruyant. En équilibre sur le bord supérieur de la porte, et en me penchant nettement à droite, j'atteignis de justesse la serrure que je cherchais. Mes doigts, à demi engourdis par l'escalade, furent d'abord très maladroits, mais je vis bientôt que leur morphologie convenait à mon propos. Et la mémoire du rythme était très marquée en eux. Par-delà de formidables abîmes de temps, les mouvements mystérieux et compliqués avaient, on ne sait comment, pénétré mon cerveau avec exactitude et dans tous les détails. Si bien qu'au bout de 5 minutes à peine de tâtonnement, il se produisit un déclic que je reconnus avec d'autant plus de surprise que je ne m'y attendais pas consciemment. Aussitôt après, la porte métallique s'ouvrit lentement, avec à peine un très léger grincement. Stupéfait, je parcourus du regard la rangée d'étuis grisâtres ainsi mis au jour, et me sentis envahi d'une terrible vague d'émotions, tout à fait inexplicable. Juste à portée de ma main droite, se trouvait un emboîtage dont les hiéroglyphes contournés me causèrent une angoisse infiniment plus complexe que celle de la simple frayeur. Encore tremblant, je réussis à le retirer dans un nuage de flocons poudreux et à le faire glisser vers moi, sans trop de bruit. Comme l'autre étui que j'avais manipulé, il avait un peu plus de 20 pouces sur 15 et portait en bas-relief des symboles mathématiques aux lignes courbes. Il avait un peu plus de 3 pouces d'épaisseur. Le bloquant de mon mieux entre moi-même et la paroi que je venais d'escalader, je fis jouer le fermoir et libérai le crochet. Puis je soulevai le couvercle, fis passer le pesant objet sur mon dos de manière qu'il s'accroche à mon col. Les mains libres à présent, je regagnai gauchement le sol poussiéreux et me préparai à examiner ma prise. À genoux, dans la poussière granuleuse, je fis pivoter l'étui et le posai devant moi. Mes mains tremblaient et je redoutais de sortir le livre presque autant que je le désirais et que je m'y sentais contraint. J'avais peu à peu compris ce que j'allais y trouver, et cette constatation paralysait en quelque sorte mes facultés. Si l'objet était bien là et si je ne rêvais pas, les implications étaient telles qu'il n'était absolument pas possible à l'esprit humain de les supporter. Ce qui me tourmentait le plus, c'était pour l'instant mon incapacité de regarder comme un rêve tout ce qui m'entourait. Le sentiment de réalité était abominable, et il le redevint
quand je me rappelle le décor. Enfin, je tirai en tremblant le livre de sa boîte, et fasciné, je contemplais les hiéroglyphes bien connus de sa couverture. Il semblait en parfait état, et les caractères curvilignes du titre m'hypnotisaient, comme si j'avais pu les lire. En vérité, je ne jurerais pas que je ne les ai pas effectivement déchiffrés par un éphémère et terrible phénomène de mémoire anormale. J'ignore combien de temps passa avant que j'ose soulever la mince feuille de métal. Je m'attardais à chercher des excuses. J'ôtai de ma bouche la torche électrique et l'éteignis pour ménager la pile. Puis dans le noir, rassemblant mon courage, je levai la couverture sans rallumer. Enfin, je braquai vivement la lumière sur la page découverte, me blindant d'avance pour réprimer toute exclamation quoi qu'il arrive. Au premier coup d'œil, je m'effondrais. Mais, les dents serrées, je gardais le silence. Je me laissais aller tout à fait sur le sol et portais la main à mon front dans les ténèbres dévorantes. Ce que je redoutais et attendais était là, où je rêvais, où bien le temps et l'espace n'étaient plus que dérision. Je devais rêver, mais je mettrais l'horreur à l'épreuve en rapportant cet objet pour le montrer à mon fils si c'était vraiment une réalité. La tête me tournait effroyablement, bien qu'il n'y eût rien de visible dans l'obscurité sans faille pour tournoyer autour de moi. Des idées et des images de la plus extrême terreur, nées des perspectives ouvertes parce que j'avais entrevu, m'envahirent en foule et obnubilèrent mes sens. Je songeais à ces empreintes supposées dans la poussière, tremblant au seul bruit de mon propre souffle. Une fois de plus, j'éclairais la page et la regardais comme la victime d'un serpent peut regarder les yeux et les crocs de son bourreau. Puis, dans le noir, je fermai le livre de mes doigts malhabiles, le remis dans sa boîte et rabattis le couvercle ainsi que le curieux fermoir accroché. C'était cela qu'il fallait rapporter au monde extérieur, si toutefois cela existait, si l'abîme existait vraiment, si moi et le monde lui-même existaient en réalité. Je ne sais pas exactement quand, d'un pas mal assuré, je pris le chemin du retour. Je me souviens chose curieuse, tant je me sentais coupé du monde normal, que je ne consultais pas une seule fois ma montre pendant ces heures atroces vécues sous terre. La torche à la main et l'inquiétant étui sous un bras, je me retrouvais finalement sur la pointe des pieds, en une sorte de panique silencieuse, pour dépasser l'abîme au courant d'air et ses vagues soupçons de pas. Je pris moins de précautions en gravissant les interminables plans inclinés, mais je ne pus me débarrasser du nombre d'inquiétudes que je n'avais pas éprouvées pendant la descente. Je craignais de retraverser la sombre crypte de basalte, plus ancienne encore que la ville elle-même, où des souffles glacés montaient des profondeurs que ne gardaient plus les sentinelles. Je songeais à ce que redoutait la grande race et à ce qui, si faible et moribond qu'il soit, pouvait encore être à l'affût, là-bas.
Je songeais à ces empreintes aux 5 marques circulaires et à ce que mes rêves m'en avaient appris, au vent extraordinaire et au sifflement qui s'y associait. Je songeais aux récits des indigènes d'aujourd'hui, qui reviennent sans cesse sur de grands vents et des ruines souterraines, sans nom. Je reconnus un signe gravé sur le mur, l'étage où je devais entrer. Et j'arrivais enfin, après avoir dépassé le premier livre que j'avais examiné, au grand espace circulaire d'où se ramifiaient les passages voûtés. Sur ma droite, je retrouvais aussitôt celui par lequel j'étais venu. Je le pris en me disant que le reste du parcours serait plus pénible à cause des ruines des bâtiments, à part celui des archives. La charge supplémentaire de l'étui métallique me pesait, et il m'était de plus en plus difficile d'avancer sans bruit, en trébuchant parmi les décombres et les débris de toutes sortes. Je parvins ensuite à l'entassement qui rejoignait le plafond et où je m'étais frayé un si maigre passage. Je redoutais terriblement d'avoir à m'y faufiler de nouveau, car la première fois j'avais fait quelques bruits et, depuis que j'avais vu les traces suspectes, je craignais le bruit par-dessus tout. L'étui, en outre, rendait doublement hasardeuse la traversée de l'étroite crevasse. Je gravis de mon mieux l'obstacle et poussai devant moi l'étui à travers l'ouverture. Puis la torche entre les dents, j'y rampai à mon tour, me déchirant cette fois encore le dos aux stalactites. Au moment où j'essayais de saisir l'emboîtage, il tomba un peu plus loin sur la pente, avec un fracas inquiétant dont les échos me donnèrent des sueurs froides. Je me précipitai et le rattrapai sans bruit. Mais un instant plus tard, des blocs, en glissant sous mes pieds, déchaînèrent un vacarme subit et sans précédent. Ce vacarme me perdit, car à tort ou à raison, je crus entendre une réponse effroyable qui venait de très loin derrière moi. Je crus entendre un sifflement, un son strident qui ne ressemblait à aucun autre et défiait toute description. Si c'est cela, la suite est d'une sinistre ironie, puisque, sans l'affolement de cette première alerte, le second incident ne se serait pas produit. Quoi qu'il en soit, mon délire fut total et sans recours. Prenant ma torche d'une main et retenant l'étui comme je pouvais, je me mis à sauter et bondir comme un fou, n'ayant plus d'autre idée en tête qu'un désir éperdu de fuir ces ruines de cauchemar pour revenir au monde éveillé du désert et du clair de lune qui se retrouvait si loin là-haut. J'atteignis sans m'en rendre compte la montagne de décombres qui se dressait dans un océan de ténèbres au-delà du plafond défoncé. Et je me meurtris et me blessais à plusieurs reprises en escaladant sa pente abrupte de blocs déchiquetés et d'éclats. Puis, ce fut le grand désastre. À l'instant où je franchissais le sommet en aveugle, sans m'attendre à la brutale déclivité qui lui succédait, je perdis pied et me retrouvai pris dans une avalanche meurtrière de maçonnerie déferlante, dont le tumulte de canonnade déchira l'air de la sombre caverne en une série assourdissante de fantastiques réverbérations. Je ne me souviens pas comment j'émergeais de ce chaos.
Mais dans un éphémère moment de conscience, je me vois me précipiter, trébuchant, avançant tant bien que mal le long du couloir au milieu du tumulte, sans avoir lâché ni l'étui, ni la torche. Alors, comme j'approchais de cette crypte basaltique primitive que j'avais tant redoutée, la folie atteignit son comble. En effet, à mesure que s'éteignaient les échos de l'avalanche, se fit entendre à plusieurs reprises cet insolite et terrifiant sifflement que j'avais cru apercevoir auparavant. Cette fois, il n'y avait pas de doute. Et le pire, c'était qu'il venait d'un point situé, non plus derrière moi, mais devant moi. J'ai dû pousser un hurlement. Je me vois vaguement traverser à toute allure l'infernal caveau basaltique des monstres d'autrefois, avec dans les oreilles ce maudit sifflement inhumain qui montait de la trappe ouverte, sans surveillance, sur les ténèbres infinies des profondeurs. Un vent soufflait aussi, non pas simplement un courant d'air froid et humide, mais une violente rafale, opiniâtre, que vomissait sauvage et glacial l'abominable gouffre d'où venait l'indécent sifflet. Il me reste le souvenir de bonds et d'écarts par-dessus toutes sortes d'obstacles. Dans ce torrent de vent et de stridence qui grandissait de minute en minute et semblait délibérément s'enrouler et serpenter autour de moi, en assaut malfaisant, lancé par derrière et d'en bas. Bien qu'il soufflât dans mon dos, ce vent avait bizarrement pour effet de retarder mon avance au lieu de m'aider, comme aurait pu le faire un nœud coulant ou un lasso lancé pour m'entraver. Sans plus me soucier du bruit que je faisais, j'escaladai un grand barrage de blocs et me retrouvai dans la partie du bâtiment qui menait à la surface. Je me rappelle avoir aperçu l'entrée de la chambre des machines et avoir réprimé un cri à la vue d'un plan incliné, conduisant à l'une de ces infernales trappes qui devaient bâiller 2 étages plus bas. Mais au lieu de crier, je me répétais tout bas que tout cela n'était qu'un rêve dont j'allais bientôt me réveiller. Peut-être étais-je au camp, ou peut-être chez moi, à Arkham. Fort de cet espoir qui soutenait ma raison, je commençais à monter la rampe vers l'étage supérieur. Je savais bien sûr que j'aurais à retraverser la crevasse large de 4 pieds, mais j'étais trop tourmenté d'autres craintes pour en saisir toute l'horreur avant d'y arriver. Au cours de ma descente, il avait été facile de sauter par-dessus. Mais comment viendrais-je à bout quand il s'agissait de remonter, freiné par la peur, l'épuisement, le poids de l'étui métallique et le harcèlement de ce diable de vent derrière moi? Je ne songeais à tout cela qu'au dernier moment, ainsi qu'aux présences innommables qui pouvaient rôder dans les noirs abîmes au fond de la crevasse. La lueur vacillante de ma torche faiblissait, mais un souvenir obscur m'avertit que la faille était proche. Les rafales glacées et les hideuses stridences derrière moi me furent un moment comme un opium bienfaisant,
car elles aveuglèrent mon imagination sur la menace du gouffre béant sous mes pas. Et puis, je pris conscience de nouvelles rafales et d'autres sifflements. Devant moi, cette fois, monstrueuse marée, déferlant à travers la crevasse elle-même, depuis des profondeurs inconnues et inconnaissables. Maintenant, le vrai cauchemar, dans son essence, me tenait en son pouvoir. Je perdis la raison et oubliant tout, sauf l'impulsion animale de fuite, je m'élançais tout simplement et m'escrimais à escalader les décombres de la rampe comme si le gouffre n'existait pas. Puis, me voyant au bord du vide, je fis un bond frénétique où je mis tout ce que j'avais de force et fus instantanément englouti dans un pandémonium vertigineux de sons détestables. Une obscurité opaque et palpable. Voilà la fin de mon aventure. Du moins, ce que je me rappelle. Toutes les impressions qui suivirent appartiennent au domaine du délire et de la fantasmagorie. Rêve, folie et souvenirs se mêlent fébrilement en une série de fantasmes bizarres et décousus, sans rapport avec aucune réalité. Il y eut une chute affreuse à travers d'incalculables lieux de ténèbres visqueuses et sensibles. Un brouhaha de bruit totalement étranger à tout ce que nous connaissons de la Terre et de sa vie organique. Des sens en sommeil, rudimentaires, paraissaient reprendre vie en moi, révélant des fosses et des vides peuplés d'horreurs flottantes, menant à des sommets abrupts et des océans sans soleil, des villes grouillantes de tours basaltiques aveugles sur lesquelles jamais ne brille aucune lumière. Les secrets de la planète primitive et de ses âges immémoriaux fulgurèrent dans mon cerveau sans le secours de la vue ou de l'ouïe. Et je connus des choses que mes anciens rêves les plus fous n'avaient jamais suggérées. Pendant tout ce temps, des doigts glacés de vapeur humide s'accrochaient à moi et me harcelaient, tandis que cette maudite stridence se déchaînait diaboliquement au-dessus de l'alternance de brouhaha et de silence dans des tourbillons de ténèbres. Vint ensuite les visions de la ville cyclopéenne de mes rêves, non plus en ruine, mais telle que je l'avais rêvée. J'avais réintégré mon corps conique non humain et me mêlais à la foule de ceux de la grande race et aux esprits captifs qui transportaient des livres de haut en bas, des hautes galeries et des vastes rampes. En surimpression s'ajoutaient à ces images des bribes éphémères et terrifiantes de conscience non visuelle. Combats désespérés, contorsions pour se libérer des tentacules du vent siffleur, un vol démentiel comme de chauves-souris dans les répets, tâtonnements fiévreux à travers la nuit, fouettés par le cyclone, assauts frénétiques et trébuchants de décombres. Il y eut une fois l'insolite intrusion d'un éclair entreaperçu, un confus et faible soupçon de rayonnement bleuâtre, loin au-dessus de ma tête. Puis vint un rêve d'escalade et de reptation, où je me faufilais sous les rayons d'une lune sardonique, dans un fouillis de débris qui glissait et dégringolait derrière moi au milieu d'un ouragan furieux. Ce fut
La pulsation hostile et monotone de ce clair de lune exaspérant qui m'a pris enfin le retour de ce que j'avais autrefois considéré comme le monde éveillé, objectif. J'étais à plat ventre, les ongles dans le sable du désert australien. Et autour de moi hurlait un vent si tumultueux que je n'en avais jamais entendu de pareil à la surface de notre planète. Mes vêtements étaient en loques et tout mon corps n'était qu'égratignure et contusion. Je ne repris pleinement conscience que très lentement. Et je ne pus dire à aucun moment où finissait le rêve délirant et où commençaient les vrais souvenirs. Il semblait y avoir eu un amoncellement de blocs titanesques, un abîme en dessous, une monstrueuse révélation du passé et pour finir une horreur cauchemardesque. Mais qu'est-ce qui était réel dans tout cela ? Ma torche électrique avait disparu et je ne retrouvais pas non plus d'étui métallique. Y avait-il eu un étui semblable ou un abîme ou un tas de ruines ? Levant la tête, je regardais derrière moi et je ne vis que les sables stériles et ondoyants du désert. Le vent démoniaque tomba et la lune bouffie et fongoïde sombra en rougeoyant vers l'ouest. Je me relevai péniblement et pris en titubant la direction de l'est pour regagner le camp. Que m'était-il arrivé en réalité ? M'étais-je simplement effondré dans le désert, traînant un corps torturé par le rêve sur des miles de sable et de blocs enfouis ? Sinon, comment pouvais-je supporter de vivre plus longtemps ? Car, avec cette nouvelle incertitude, tous les espoirs que j'avais fondés sur l'irréalité, de visions nées du mythe, s'évanouissaient une fois de plus dans les doutes infernaux du début. Si cet abîme était réel, alors la grande race l'était aussi. Ces incursions et ces captures impies dans tout le tourbillon cosmique du temps n'étaient ni des mythes, ni des cauchemars, mais une terrible, atterrante réalité. Avais-je vraiment vécu cette épreuve révoltante d'être amené à un monde préhumain, vieux de 150 millions d'années, pendant cette sinistre et déconcertante amnésie? Mon corps actuel avait-il été le véhicule d'une effroyable conscience étrangère venue du fond des âges paléogènes? Esprit captif de ces horreurs à la démarche étrange, avais-je effectivement connu, dans sa prospérité première, cette maudite cité de pierre, et parcouru ses couloirs familiers en me contorsionnant sous la forme hideuse de mon ravisseur? Ces rêves torturants de plus de 20 années étaient-ils le fruit de souvenirs monstrueux? M'étais-je jamais entretenu avec des esprits venus du fond de l'espace et du temps? Avais-je appris les secrets de l'univers, ceux du passé et ceux de l'avenir, et rédigé les annales de mon propre monde pour les dossiers métalliques d'archives titanesques? Et ces autres, ces anciens d'une monstruosité révoltante, maîtres des vents furieux et des stridences démoniaques, étaient-ils bien une menace persistante, à l'affût dans leurs noirs abîmes, à attendre et à s'affaiblir peu à peu, tandis que de multiples formes de vie poursuivaient leur existence multimillénaire sur la face vieillie de la planète?
Je ne sais pas. Si cet abîme et ce qu'il contenait étaient réels, alors il n'y a aucun espoir. Car, tout aussi réellement, il pèse sur notre monde humain une ombre ironique et inconcevable, hors du temps. Mais par bonheur, il n'y a aucune preuve que tout cela soit autre chose qu'un nouvel aspect de mes rêves mythiques. Je n'ai pas rapporté l'étui métallique qui eût été un indice, et jusqu'à présent, ces couloirs souterrains n'ont pas été retrouvés. Si les lois de l'univers sont clémentes, on ne les retrouvera jamais. Et je dois dire à mon fils ce que j'ai vu ou cru voir, laissant à son jugement de psychologue le soin d'évaluer la réalité de mon expérience et de faire connaître ce témoignage. J'ai dit que l'épouvantable vérité qui était à l'origine de mes années de rêves torturants repose entièrement sur la réalité de ce que j'ai cru voir dans ces ruines cyclopéennes ensevelies. Il m'a été pénible, je dois le dire, de mettre noir sur blanc cette révélation décisive, bien que le lecteur n'ait pu manquer de la deviner. Elle est dans le livre que contient l'étui de métal, cet étui que j'ai arraché à son repère au milieu de la poussière d'1 million de siècles. Aucun œil n'avait vu, aucune main n'avait touché ce livre depuis la venue de l'homme sur cette planète. Pourtant, lorsque je braquai ma torche sur lui dans ce terrifiant abîme, je vis que les caractères bizarrement colorés sur les pages de cellulose cassante et brunie par les âges n'étaient pas du tout de ces hiéroglyphes obscurs datant de la genèse de la Terre. Non. C'étaient les lettres de notre alphabet familier, composant des mots anglais, écrits de ma main